Vous imaginez sans doute le sens de mon intervention. On va voter cet amendement. On ne comprend pas pourquoi il est rejeté. Je veux simplement, peut-être après ce qui a déjà été dit fort brillamment, ajouter des considérations de responsabilité. Parce que devant des questions comme celle-ci, un grand pays comme le nôtre a des responsabilités. Favoriser l'utilisation de l'huile de palme, je dirai un mot pour le soja après, mais favoriser l'utilisation de l'huile de palme, c'est inciter à ce que se poursuivent les déforestations que notre pays, par ailleurs, condamne dans toutes les conférences auxquelles il participe. Car la culture de l'huile de palme se fait de manière substitutive à l'existence des forêts existantes ou à la culture d'autres forêts. Et se fait donc au détriment de toutes les espèces qui vivent, et un certain nombre de singes, chacun le sait ici, qui vivent dans ces forêts. Il apparaît donc que ce n'est pas responsable de la part de la France, grande puissance, qui a d'autres moyens de se procurer des adjuvants bio pour ses carburants, d'encourager des pratiques que par ailleurs elle condamne et qui sont, du point de vue de l'intérêt général humain, condamnables. Quant à l'utilisation du soja dans les carburants, là aussi, il faut montrer du doigt cette pratique, parce que nous ne cessons de dire qu'il faut remplacer les protéines carnées par des protéines végétales. L'essentiel des protéines végétales facilement accessibles sont celles qui tiennent au soja. Je tiens à le dire, parce que si nous ne faisons rien sur le développement des protéines carnées, que nous continuons à inciter à la consommation de protéines carnées, je n'ai pas dit les stopper, j'ai dit si nous continuons à les encourager, tout le monde sait que 80% des gaz à effet de serre qui seront produits aux alentours de 2050 ou 2060 résulteront de l'élevage. Par conséquent, s'il y a des protéines végétales disponibles, et vous savez qu'on en produit peu en Europe puisqu'on n'utilise pas la luzerne et qu'on s'en va acheter du soja du Nouveau Monde, eh bien il faut l'utiliser pour la substitution aux protéines carnées, certainement pas pour faire de l'essence, alors que nous avons moyen d'en faire autrement. Si bien, Monsieur le Ministre, que vous devez entendre que les arguments que nous vous présentons sont des arguments rationnels auxquels il serait intéressant d'entendre des répliques rationnelles. Il s'agit de lutter contre la prolifération des déchets, et singulièrement des déchets plastiques. D'une manière générale, vous savez tous que nous sommes une civilisation absolument incroyable du déchet. À aucun autre moment dans l'histoire de l'humanité, on a autant jeté après avoir produit. Je ne donnerai qu'un seul exemple. Le tiers des productions de fruits est jeté à la poubelle sans être même jamais commercialisé, simplement parce qu'il n'a pas la bonne tête qui serait susceptible d'être vendu. À cette occasion, des masses considérables d'emballages sont mis au point et des masses considérables sont en plastique dont plus personne ne se soucie ensuite, car c'est le déchet le moins bien recyclé dans ce pays comme dans tout le reste de l'Europe. Si bien que ces déchets plastiques vont et suivent leur sort de là où ils sont utilisés à la rivière, de la rivière à la mer et de la mer aux organismes vivants qui s'y trouvent, qui les rendent ensuite aux autres organismes qui s'en nourrissent. Tant et si bien que, premièrement, si nous continuons comme ça, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer Méditerranée en 2050 et que sur toute une série de rivages, eh bien, il est impossible de consommer les poissons qui s'y trouvent parce qu'ils mettent en danger la vie des êtres humains qui les pêchent. Voilà pourquoi cet amendement vous propose de pénaliser ceux qui produisent dans de telles conditions et de le faire avec, en application du principe pollueur-payeur qui est consacré par la Charte de l'environnement, de manière à inciter les industriels à la conversion et à la transition écologique en mettant en place une éco-contribution sur ces produits extrêmement nocifs. Aucun organisme privé n'acceptera d'accomplir une mission de service public gratuitement. Rien que cela justifierait qu'on récuse cet article 63. S'y ajoute une raison de principe que vous devinez, nous sommes absolument hostiles à autoriser l'encaissement de recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public. Observons que vous êtes en contradiction avec ce qui était prévu à l'article 62 qui espérait un collecteur unique. Je le mets de côté. Je m'en tiens à une question de fond. Nous sommes hostiles à ce que qui que ce soit perçoive l'impôt à la place de l'État. C'est, pour ceux qui le savent, une longue, très longue conquête de l'État que d'avoir pu réussir à collecter lui-même toutes les formes d'impôts. C'est en rupture avec l'affermage que s'est opérée la grande révolution de 89, mais sans aller chercher si loin,
je vous dirais que déjà nous sommes hostiles à l'impôt à la source pour la raison que vous connaissez, qui est exactement la même, que ce n'est pas à l'employeur de collecter l'impôt sur le revenu. Eh bien, à plus forte raison, les SIC, dans cette circonstance particulière de l'article 63. C'est un amendement qui reprend d'autres textes que nous avons déjà défendus devant vous, chers collègues. Il s'agit de lutter contre l'incitation à la fraude fiscale. On pourrait l'appeler amendement cum-ex, cum avec et ex sortir, qui a été récemment révélé par 17 journaux, qui montre comment une fraude a pu être organisée à l'échelle européenne dans des conditions telles qu'on ne sait pas d'ailleurs si c'est vraiment une fraude ou si c'est, comme disait le président de la République, de l'optimisation fiscale. En attendant, chacun d'entre nous peut être à de nombreuses occasions confronté à ce type d'incitation, mais davantage encore ceux qui ont de grands moyens et de grandes sommes à placer. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'instaurer un délit et de punir aussi rudement que possible ceux qui incitent à la fraude fiscale, alors que dans le moment, on n'est pas en état de les punir comme il faudrait le faire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général. Merci, Président. Je rappelle que la loi fraude a introduit des dispositifs qui aggravent la situation et que l'on peut poursuivre en cas de complicité de fraude fiscale. Donc, tout cela est déjà dans le CGI. Même avis pour les mêmes raisons. Même avis, je le mets aux voix. Qui est pour? Contre? Il n'est pas adopté. Monsieur le Président Mélenchon, le 2052. Dans le même état d'esprit, il s'agit d'alourdir les peines qui frappent ceux qui fraudent à l'impôt et en faisant remarquer que le sentiment général des Français est que ceux qui fraudent ne sont pas punis comme ils devraient l'être. Et nous avons eu récemment une confirmation de cette idée lorsque le CESE, dans un avis du 13 décembre 2016, a estimé que la France a une des législations les moins lourdes en matière de sanctions applicables aux fraudeurs fiscaux. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, des peines de prison sont très souvent prononcées par les juges. Chez nos voisins italiens, M. Berlusconi lui-même a dû effectuer des travaux d'intérêt généraux suite à sa condamnation pour fraude fiscale. La juriste Katia Weidenfeld souligne que les fraudeurs, pour l'essentiel, ne font l'objet d'aucune sanction visible, même quand leur fraude est détectée. Les seules sanctions auxquelles ils s'exposent sont des sanctions financières qui restent appliquées dans un très grand secret. Ce secret participe au sentiment d'injustice et d'impunité fiscale ressenti par nombre de Français. À nos yeux, et nous sommes certains que cet avis est partagé par la plupart d'entre vous, frauder l'impôt revient à contrevenir à un des piliers fondateurs de la République que constitue ce consentement précisément à cet impôt. C'est la raison pour laquelle nous proposons que soient punis d'une manière plus sévère ceux qui fraudent. Car pourquoi ceux qui fraudent seraient-ils ensuite autorisés à continuer à bénéficier des autres crédits d'impôt? Cet amendement propose d'instaurer une démarche préventive dans l'attribution des numéros de TVA pour lutter contre la fraude de cet impôt, à l'image de ce qui se fait en Belgique, par exemple, sur cette question. En commission, Madame la rapporteure nous avait répondu que l'administration était déjà en droit de procéder à cette petite enquête. Notre amendement vise à rendre cette enquête obligatoire. La lutte contre la fraude à la TVA devrait être prioritaire. En effet, son coût pour les finances publiques françaises ont été estimés par la Commission européenne à 14 milliards d'euros par an dans un rapport qu'elle avait publié en septembre 2015. C'est pourquoi cet amendement se présente comme une mesure pour y remédier. Le bilan de la présence des personnes que vous souhaitez attirer, il s'agit de prendre la place de la City. Le bilan qui en a été fait et les prévisions qui en ont été faites ne sont pas du tout celles que vous indiquez, chers collègues, pas du tout. C'est une pression qui s'exerce sur un modèle économique qui est tout à fait défavorable. C'est une chose d'attirer les investissements, une autre d'attirer ce que vous appelez les investisseurs. Parce que si vous croyez que parce que la salle de bourse a changé d'endroit, l'investissement suit, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit, ce n'est pas ça qui les motive. Alors, on a dit que beaucoup avait été fait pour eux. Dans un instant, vous me retrouverez avec l'amendement 2056, où il s'agit de rétablir la taxe sur les salaires pour la partie qui est au-dessus du SMIC, où il y a actuellement un taux unique. Comme l'a dit à l'instant, d'une manière un peu gauchiste, notre collègue de Courson, vous en avez déjà fait beaucoup, hein, beaucoup et beaucoup trop. Et par conséquent, moi je ne dis pas que ce soit un bon signe. Nous parlons là de salaires extrêmement élevés. Nous parlons là de gens qui ont
qui exerce une prédation sur l'activité qui n'a pas de rapport avec la valeur d'usage réelle de ceux qui le font comme travail. Ne me dites pas le contraire. Ne me dites pas qu'un trader déchaîne une énergie et une créativité qui a une signification créatrice de valeur qui soit comparable à un inventeur ou un producteur quelconque. Par conséquent, c'est tout à fait un avantage indu qu'il s'agit d'accorder à des gens qui n'en demandent d'ailleurs même pas autant. Surtout si, comme l'a dit notre collègue Madame Valérie Rabault, il est déjà de notoriété publique et internationale que le meilleur endroit où venir profiter, ce soit chez nous. Et encore une fois, je le dis, je ne crois pas que cela apporte quoi que ce soit à l'activité économique du pays. Nulle part il n'a été donné preuve de cela. Par contre, le niveau de service public qui existe dans un pays, le niveau de formation et la qualification des salariés, la capacité à transporter et à concevoir, voilà quels sont les véritables facteurs d'attractivité. Et je terminerai là-dessus en vous disant que la compétitivité d'un pays ne s'est jamais évaluée entreprise par entreprise. Elle s'est toujours évaluée par rapport à une compétitivité globale du site France. Et pour que le site France soit attractif, il n'a pas besoin de flatter les privilégiés. Bon, ça nous maintient un peu dans l'état d'esprit de la discussion que nous venons d'avoir lieu à l'instant, qui vient d'avoir lieu à l'instant, excusez-moi. Nous n'avons jamais été d'accord avec la suppression des taux sur la taxe sur les salaires au-delà du SMIC. Nous n'avons jamais été d'accord pour qu'il n'y ait qu'un taux unique. Nous sommes pour l'impôt progressif. Et par conséquent, à cette occasion, nous voulons rétablir cette progressivité. Pour que rien ne vous échappe, nous ne trouvons pas normal que ce soit le même barème au-delà de 152 000 euros par an et jusqu'à plusieurs millions, comme c'est le cas pour certains salaires et certaines accumulations. Comme vous le savez, plus généralement, nous proposons qu'on passe des 5 tranches d'impôts qui existent aujourd'hui à 14, de manière à lisser l'effort sur un éventail beaucoup plus large, en sorte que ce ne soit pas comme aujourd'hui la tranche du milieu qui porte sur son dos tous les efforts qu'on fait faire au pays quand il faut en faire. Avec notre proposition, le barème serait de 30% entre 152 000 et 300 000 euros. Il serait de 40% entre 300 000 et 500 000 euros, de 50% entre 500 000 et 1 million d'euros, et 60% pour les salaires supérieurs à 1 million d'euros. On est là en dessous des contributions exceptionnelles qui avaient été imaginées en début du mandat de François Hollande. Par conséquent, vous ne pouvez pas dire que cela n'est pas possible ou que cela ne se peut pas, parce que cela s'est déjà pratiqué dans notre pays, quoiqu'on ait eu l'erreur d'en faire une décision extraordinaire. Il est vrai que les montants des tranches que nous prévoyons pour la partie la plus extrême, la plus élevée des salaires, et qui sont à nos yeux totalement exagérés et sans rapport avec ce qui est convenable dans une société qui ne veut pas voir sans cesse se creuser les inégalités et qui veut que ceux qui ont le plus, eh bien, contribuent, ceux qui reçoivent le plus soient invités aussi à contribuer le plus. Là, je parle de l'employeur, évidemment, puisqu'on parle de la taxe sur les salaires. Alors, bon, l'imagination de tout le monde est marquée par l'effondrement de ce pont en Italie, mais heureusement, tout le monde a eu la sagesse de se dire que ce qu'on voyait se produire en Italie pourrait bien se produire ailleurs, parce que toutes nos sociétés sont malades de la même chose, c'est-à-dire du peu d'entretien des équipements publics ou des équipements publics concédés. Si bien qu'on a eu un rapport pour notre propre pays qui fait la liste de tous les ponts qui peuvent être impliqués par cette affaire. Les uns sont concédés, les autres ne le sont pas. Et sur 21 ouvrages, il y en a 7 qui appartiennent au réseau non concédé et 14 au réseau, l'inverse, concédé, qui sont à remettre en état. C'est la raison pour laquelle nous avons imaginé cette taxe sur les sociétés d'autoroutes. Alors les sociétés d'autoroutes sont les dernières qui pourraient venir se plaindre dans la mesure où, comme vous le savez tous, après qu'elles aient été privatisées dans des conditions qui ont donné lieu à maintes discussions et dénonciations, certaines d'ailleurs venant des bancs du MoDem, qui a été, si mes souvenirs sont bons à l'époque, parmi les premiers, et vous, monsieur de Courson, sur le sujet, a montré que ça avait été concédé dans des conditions tout à fait inacceptables de l'avis des collègues parlementaires qui s'étaient exprimés sur le sujet. Eh bien, nous avons eu l'occasion d'apprendre récemment qu'elles ont fini de se rembourser l'investissement qu'elles ont fait en payant à l'État pour racheter
ces sociétés, quand elles ont été privatisées. Donc, ces sociétés d'autoroutes sont tout à fait en état de faire face, et c'est elles qu'on taxerait en partant de la circulation qui a lieu sur les autoroutes, qu'on évalue dans l'amendement. On prévoit de quelle manière évaluer cette activité, en partant du nombre de kilomètres qui est fait, ou parfois d'une évaluation qui est faite, quand on ne peut pas savoir exactement par le passage au péage combien de kilomètres ont été faits. Je termine en disant que mon intervention est l'occasion pour le groupe La France Insoumise de protester contre le fait que les sommes qui sont affectées à l'Agence de financement des infrastructures de transport le sont comme dans une boîte noire, car on ne sait pas ensuite ce que la dite agence fait de ces sommes, puisqu'au moment où nous votons, nous n'avons pas eu de compte-rendu sur ce qui est envisagé par cette agence. Ce n'est pas sérieux, nous semble-t-il, et nous voudrions qu'il en aille autrement à l'avenir. Alors cette fois-ci, il s'agit de l'industrie pharmaceutique. Comme tout le monde le sait, quand un médicament vient sur le marché, il y a une taxe à payer, qui est une taxe pour sa publicité. L'occasion de... Enfin, une taxe, c'est un visa qui est demandé, voilà. Et on paye pour avoir ce visa. On paye aujourd'hui 1 200 € pour avoir ce visa. Et évidemment, pour l'État, c'est l'occasion de bien vérifier ce qui va se passer dans la présentation du médicament. Tout le monde sait quelle importance joue l'industrie pharmaceutique et comment elle présente ses productions et comment parfois il y a beaucoup à dire. Alors nous proposons de doubler cette taxe en la passant à 2 400 €. C'est toujours ça de prix pour le budget de l'État et ça correspond à une mission d'intérêt général. Ça ne veut pas dire que nous pensions que ces seuls visas et cette seule modeste somme de 2 400 € suffisent à exercer un contrôle de la nature de celui que nous souhaiterions voir s'établir sur la publicité des médicaments. Mais en tout cas, c'est une manière pour nous de signaler l'extrême richesse de cette industrie pharmaceutique, sa capacité incroyable à peser sur les décisions de toutes sortes des prescripteurs et aussi sur celles des consommateurs auprès desquels elle crée parfois des besoins qui n'ont pas de réalité. Cet article prévoit de désindexer un certain nombre d'allocations par rapport à l'inflation, ce qui est déjà un démenti par rapport à tous ceux qui, dans cet hémicycle, avaient dit le contraire. Hein. Je le signale au passage, il y a des indexations. S'il y a des indexations, je ne fais pas l'injure à cet hémicycle d'expliquer que ça revient à une diminution en termes réels. J'ajoute que l'indexation sur l'inflation, c'est le chiffre moyen. Les besoins auxquels font face les personnes qui bénéficient de ces prestations ne sont pas à l'indice moyen de l'inflation. Si l'on pense aux assurances, aux mutuelles, aux loyers, nous avons là des renchérissements bien supérieurs au niveau moyen de l'inflation. Donc ça veut dire une baisse en termes réels des revenus des personnes dont il est question. Je n'en dis pas plus, mais je fais quand même remarquer que sur l'ensemble des prestations qui vont de ce fait diminuer en termes réels, on en a l'aide personnalisée au logement, l'allocation de logement familial, l'allocation de logement social. Je mets de côté la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés, quoique ce soit particulièrement cruel. Mais en attendant, voici 3 aides qui concernent l'accès au logement. Or, tout le monde sait que plus les moyens vont baisser pour les gens de faire face à leurs obligations dans ce domaine, plus ils vont se trouver livrés à des mécanismes aberrants comme ceux qu'on peut constater aujourd'hui quand on voit que des personnes payent des loyers au niveau que l'on connaît, simplement parce qu'elles ne sont pas en état de pouvoir aller dans du logement social, parce qu'elles ne bénéficient pas des moyens de s'y trouver. Et qu'on trouve des gens donc qui payent des loyers absolument incroyables dans de l'habitat insalubre. Je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas charger cet article 65 de tort qu'il n'a peut-être pas, mais je veux quand même le situer dans son contexte aujourd'hui, sachant que ce que nous savons, est-ce que c'est une bonne idée de diminuer les moyens qu'ont les gens d'entrer dans leur logement ?